J'ai appris hier, avec stupéfaction et colère, les aveux de Jérôme Cahuzac devant ses juges. Il a trompé les plus hautes autorités du pays, le chef de l'État, le gouvernement, le Parlement et à travers lui, tous les Français. C'est une faute impardonnable. C'est un outrage fait à la République. D'autant que les faits reprochés sont eux-mêmes intolérables. Détenir, sans le déclarer, un compte à l'étranger. Donc toute la lumière sera faite. Et c'est la justice qui poursuivra son travail jusqu'au bout et en toute indépendance. Voilà, c'était ce mercredi François Hollande donc, qui réagissait aux aveux de Jérôme Cahuzac. L'ancien ministre du Budget, vous le savez, a bien un compte bancaire à l'étranger. Il a été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Un président aujourd'hui trahi par l'un de ses ministres. Jérôme Cahuzac avait pourtant affirmé devant les députés qu'il ne détenait pas de compte à l'étranger. C'était le 5 décembre 2012 à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Ni maintenant, ni avant. Voilà, toute la classe politique française qui est donc aujourd'hui sous le choc, d'autant que Jérôme Cahuzac, il faut bien le dire, était le chantre de la lutte contre l'évasion fiscale. Alors, quelle est la part de responsabilité de François Hollande dans cette affaire? Comment va-t-il s'en sortir, le président de la République, au plus bas aujourd'hui dans les sondages? Et surtout, comment éviter à l'avenir qu'une telle affaire ne se reproduise, affaire qui discrédite la classe politique? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités, avec vous, Laurence Rossignol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Parti socialiste et vous êtes également sénatrice de l'Oise. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Vous êtes le directeur et le fondateur du site d'information Atlantico. Bonsoir. Avec nous, Roland Quérol, bonsoir, conseiller en stratégie et en communication, directeur du Centre d'études et d'analyse, directeur de recherche associé également au CEVIPOF et auteur de Tenez enfin vos promesses, essai sur les pathologies françaises. Et on verra si le mensonge politique fait partie de ces pathologies françaises. C'est aux éditions Fayard. Peter Gamble, bonsoir. Vous êtes journaliste à Time Magazine, ancien directeur de la communication de Sciences Po et vous avez publié un ouvrage qui va paraître au mois de mai, qui s'intitule Élite Académie. Je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de Jean-François Copé, le président de l'UMP. Qui peut croire aujourd'hui que François Hollande et Jean-Marc Ayrault n'étaient au courant de rien? Nous constatons quoi? Un président de la République qui soit ne savait rien, et c'est quand même extrêmement grave, parce que ça signifie que lui-même fait preuve quand même d'une certaine candeur, soit il savait, et ça veut dire qu'il a menti aux Français. Là, maintenant, on ne sait plus très bien à qui on peut faire confiance dans ce gouvernement. Oui. Laurence Rossignol, il y a une information à paraître demain dans Le Point qui dit que l'Élysée a reçu une note blanche fin décembre, confirmant les informations de Mediapart. C'est Béatrice Parinaud qui sort cette information demain dans Le Point. Est-ce que vous pouvez nous la confirmer? Est-ce que François Hollande, je vous confirme une information pareille? Est-ce que François Hollande savait fin décembre que Jérôme Cahuzac possédait un compte bancaire à l'étranger? Je ne suis ni destinataire des notes blanches, ni dans l'intimité du président de la République, donc je ne peux rien vous confirmer en ce qui concerne cette information. Sinon que tout de même l'Élysée l'a démenti cet après-midi. Voilà, et j'observe le torrent d'informations qui viennent de toutes parts depuis 24 heures. Probablement certaines sont justes, d'autres ne le sont sans doute pas. Donc je ne vais peut-être pas partir par là. Ce qu'on peut savoir déjà, ce qu'on a observé, c'est que le président de la République a pris les décisions qu'il devait prendre au moment où il fallait les prendre. C'est-à-dire que dès qu'une instruction a été ouverte, la démission demandée. La démission, c'est une formule de la République, c'est la formule consacrée. Quand on demande à un ministre sa démission, c'est une démission. Le président de la République a démis Jérôme Cahuzac de ses fonctions. Il ne pouvait pas faire plus vite que le faire en une demi-journée. J'observe que Mais suite aux informations de Mediapart, il n'y aurait pas pu avoir une enquête, quand on est président de la République, une enquête qui est faite pour savoir si le ministre, si son ministre est coupable ou pas, ou s'il y a des soupçons en tout cas. Une enquête par qui? Par les services de renseignement, par exemple. Donc, en fait, il eût fallu que le président de la République, en plus de ce que vous lui reprochez aujourd'hui, fasse appel à des officines, mobilise les services du ministère de l'Intérieur pour des informations personnelles. Je crois que c'est justement ça qu'il ne veut pas et qu'il s'est engagé à ne pas faire. Et c'est une très bonne chose qu'il ne l'ait pas fait, et nous en avons la preuve aujourd'hui. Je ne regrette pas que le président de la République n'ait pas eu affaire. Donc on n'a rien à lui reprocher à François Hollande dans cette affaire, c'est ce que vous nous dites ce soir. Non, ce que je me dis, c'est que quelle alternative avait-on?
Mediapart livre des informations. Aujourd'hui, c'est Mediapart. Demain, ça peut être un autre site, un autre journal. Voilà. Et la justice fait son travail. La presse agit en toute liberté, toute indépendance. Aucune entrave, aucune pression sur le secret des sources, aucune pression sur les juges. C'est pas si fréquent, notera-t-on. Et le président de la République agit dès qu'une instruction est ouverte. Juste une chose, on ne peut quand même pas... Seule la justice ou l'auteur des faits peut établir la vérité. Ce n'est pas ni la rumeur, ni même des informations aussi sérieuses soient-elles qui peuvent faire ça. Je n'ai pas oublié l'affaire Baudis. Tout le monde savait, tout le monde pensait savoir, et la rumeur était avérée au dire de ceux qui la colportaient. Et ça s'est terminé par le fait que cet homme était innocent. Jean-Sébastien Ferjaux, on n'a rien à reprocher ce soir à François Hollande. Si on entend Laurence Rossignol, finalement la justice a fait son travail. Il y a l'indépendance de la justice. C'est ce que nous dit Laurence Rossignol. À partir du moment où une enquête judiciaire était ouverte, eh bien Jérôme Cahuzac a démissionné. Je vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'effectivement, sur le calendrier, strictement sur le calendrier, il n'y a pas forcément tant de choses que ça à lui reprocher, parce qu'effectivement, que pouvait-il faire d'autre, objectivement, que la manière dont il l'a géré ? Après, que la question se pose à la marge, est-ce qu'ils ont fait preuve de candeur ? Parce qu'en soi, Jérôme Cahuzac, ne portant pas plainte pour faux contre l'enregistrement, vous parlez à un avocat, il vous dit que c'est une forme d'aveu judiciaire quand même. Mais effectivement, tant que lui ne l'avait pas dit, et les services de renseignement, ça se fait pas aussi simplement que ça. J'imagine que le compte, il n'était pas ouvert à son nom, Jérôme Cahuzac, en Suisse. Enfin voilà, donc après, je suis pas certain que l'UMP aujourd'hui se grandisse beaucoup en exploitant cette affaire-là uniquement à des fins politiciennes, alors qu'elle pose d'autres questions. Elle pose la question des conflits d'intérêts. Elle pose la question aussi, parce que quand François Hollande parle de faire toute la lumière, ira-t-il jusqu'à faire la lumière sur ce qui pousse un homme politique, ou un Français gagnant de l'argent à aller cacher de l'argent en Suisse? Parce que la vraie question, finalement, les deux vraies questions, à mon sens, ce sont celles-là. C'est la pression fiscale française qui pousse quelqu'un, même de gauche, à éprouver le besoin d'aller en cacher en Suisse. Et la deuxième question, ce sont sur les conflits d'intérêts. Parce que là, on voit bien que potentiellement, en tout cas, si on s'en fie aux informations de Mediapart, ce serait de l'argent que Jérôme Cahuzac aurait gagné à l'époque, alors qu'il y avait une confusion déjà entre les fonctions qu'il avait eues au ministère de la Santé, au cabinet du ministre de la Santé de l'époque, Claude Évin, et de l'argent qu'il aurait gagné auprès des industries pharmaceutiques. Ça, c'est une vraie question. François Hollande en a parlé aujourd'hui dans son intervention du jour. J'ai trouvé qu'il était assez rapide sur le sujet, que pour le coup, ces mesures, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il est intervenu, puisqu'on avait déjà entendu... On va en reparler de ces mesures, tout à l'heure, la moralisation de la vie politique. On en reparlera si vous voulez, mais il a été assez rapide sur le sujet. Roland Quérol, c'est la fin de la gauche morale. Écoutez, moi je crois spécialement ni à la gauche morale ni à la droite morale. Je crois qu'il faut essayer de tenir la maison de la façon la plus éthique possible. Et je ne pense pas que l'un ou l'autre camp ait le monopole de ça. Oui, mais ici, Roland Quérol, quand même, la fiscalité a quand même été très fortement associée à la moralité aussi. C'est-à-dire participer, il faut que les riches participent à l'effort en moment de crise. Et là, c'est quand même celui qui défendait... Moi, je trouvais ce qui me surprend le plus, c'est que le débat politico-médiatique, pour le coup très moral, on a eu une première crise à l'américaine en France, tout le débat moral s'est pas fait sur le délit commis par Jérôme Cahuzac, quand même un sacré délit, qui est passible de 7 ans de prison. On parle de blanchiment d'argent, pas d'évasion, c'est de blanchiment d'argent. Blanchiment, oui, et le blanchiment n'est rien, c'est la fraude fiscale elle-même qui est punie plus encore. Parce que le blanchiment, pour le moment, on ne sait pas s'il a réinjecté de l'argent, mais la fraude fiscale elle-même, c'est puni de 7 ans de prison et des centaines de milliers d'euros d'amende. Et de ça, on ne parle pas. On parle du fait qu'il a menti. En politique, franchement, si c'était un délit, ça se saurait. Il a menti à l'Assemblée nationale. Heureusement, les députés, les sénateurs... Il y a des mensonges qui sont plus ou moins importants quand même. Celui-là était grave. Dieu merci, on ne peut pas poursuivre des gens pour les propos, y compris faux, qu'ils tiennent dans une enceinte parlementaire. C'est pour les protéger. À la différence des États-Unis, d'ailleurs, parce que devant le Congrès américain, on prête serment à assez ahurissant. Alors, vous me direz, on est un pays qui est un champion du monde de la fraude fiscale. Moi, dans cette semaine, j'ai eu 2 de mes fournisseurs qui m'ont demandé si je ne pourrais pas les payer en cash. Mais ça, c'est une vraie question, parce qu'effectivement, mesures de ce gouvernement, si on veut parler de fraude, et parlons de fonds, sont en train de pousser les Français vers le travail au noir et vers la fraude fiscale. Parce que les mesures sur les services à la personne, sur les retraites, etc., on est en train de faire basculer l'économie française là-dedans. Si vous me permettez, j'avais ce premier point qui était sur le débat moral sur le mensonge, alors que le fait lui-même semble passer. Et puis, le fait que je trouve très bizarre cette exploitation politique. Dès l'instant que Cahuzac est tombé, on envoie Copé, Fillon, quelques autres qui se disent on va essayer, par le même coup de fusil vers les pigeons d'argile, d'atteindre le président de la République et le Premier ministre. C'est non seulement absurde, mais ça me paraît un tout petit peu dangereux pour le fonctionnement du système politique. Parce que les mêmes disent
Enfin, c'est incroyable, c'est l'extrême droite qui va se servir de ça, on va salir la politique et on en profite soi-même pour apporter de l'eau à ce moulin en disant il ne pouvait pas ne pas savoir. Eh bien, pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que nous, journalistes, politologues, acteurs, on était absolument sûrs de ça ? Est-ce qu'on ne s'est pas, nous tous, aussi un peu laissés convaincre par les dénégations successives de Jérôme Cahuzac. C'est-à-dire pour ça, je pense que tout le monde parle du mensonge. C'est que tout le monde, à un moment, s'est dit « quand même, c'est trop gros ». Il ne continuerait pas à nier de cette façon-là, parce que s'il y a quelque chose, on le trouvera. Eh bien, voilà, il nous a menti et du coup, on a ce retour en arrière. Et du coup, je trouve cette exploitation politique qui est un tout petit peu dangereuse pour le système politique. Elle est dangereuse. Ce qui est drôle, c'est de se souvenir d'une interview donnée par Jérôme Cahuzac au micro d'Europe 1 en juillet 2010, qui appelait à l'époque à la dissolution de l'Assemblée nationale parce qu'Éric Woerth avait été mis en examen. Et c'était la situation exactement inverse. Et on voit bien qu'effectivement, la gauche et la droite, enfin, dans cette espèce de jeu politicien absurde qui n'intéresse pas les Français, parce que je pense que ça n'intéresse pas les Français. Moi, quand je regarde les chiffres d'audience, ça n'intéresse pas plus que ça les Français, tout comme l'histoire de la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Ils ont peut-être tort, d'ailleurs. Ils ont peut-être tort. Je pense qu'ils sont assez philosophes par rapport au sujet, parce qu'ils se rendent compte que tout ça est quand même assez éloigné des vrais problèmes qui se posent à ce pays. Peter Gamble, vous, en tant qu'Américain, quel regard vous portez sur cette affaire ? Alors, d'abord, ce n'est pas une crise à l'américaine, parce que les crises américaines sont toujours liées aux liaisons sexuelles et pas à l'argent. Donc c'est une crise française, parce qu'il s'agit de l'argent. Deuxième chose qui est importante, c'est que je ne suis pas choqué par l'idée qu'un homme politique ment. Les mensonges politiques, ça arrive partout. Simplement, les yeux dans les yeux avec François Hollande devant l'Assemblée nationale, ça a dépassé les limites. Évidemment, il doit partir. Mais pour moi, je crois que le point le plus important, c'est quand même qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Parce que il y avait une impunité, évidemment, dans sa tête. Et si vous regardez la France dans un contexte international, vous constatez que, par exemple, la transparence financière des hommes politiques, ou les femmes politiques, tout ce qui est lié au conflit d'intérêts, là, la France est vraiment à la traîne. Donc, on a un rapport de Jospin. Ça se passe comment aux États-Unis, justement ? Là, c'est en amont. Déjà, avant la confirmation du Sénat, il faut publier ces déclarations d'impôts, il faut être questionné devant le Sénat, s'il y a un souci, par exemple, qu'on avait employé quelqu'un illégal dans la maison, tout de suite, c'est fini la carrière. Donc déjà en amont, avec une transparence beaucoup plus importante. Il y a une enquête qui est faite. Il y a une enquête qui est faite et la FBI qui joue un rôle dedans s'il y a des comptes illégaux. Donc voilà, c'est qu'il faudrait alors en France. Alors justement, on va écouter, si vous voulez bien, je vous donne la parole, Jean-Sébastien Ferjou. On va écouter le président Hollande qui a réagi justement aujourd'hui en lançant 3 propositions justement pour moraliser la vie politique française. On l'écoute. Je suis donc amené à prendre 3 décisions qui vont dans le sens des engagements que j'avais pris devant les Français. D'abord, renforcer l'indépendance de la justice. C'est le sens de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Cette réforme sera votée au Parlement dès cet été. Elle donnera aux magistrats les moyens d'agir en toute liberté, en toute indépendance contre tous les pouvoirs. Ensuite, lutter de manière impitoyable contre les conflits entre les intérêts publics et les intérêts privés, et assurer la publication et le contrôle sur les patrimoines des ministres et de tous les parlementaires. Le gouvernement, là encore, soumettra au Parlement dans les semaines qui viennent un projet de loi dans cette direction. Enfin, les élus condamnés pénalement pour fraude fiscale ou pour corruption seront interdits de tout mandat public. La République, c'est notre bien le plus précieux. Elle est fondée sur la vertu, l'honnêteté, l'honneur. La défaillance d'un homme doit nous rendre encore plus exigeants, plus intransigeants. Et je le serai, parce que je sais ce que ça représente pour les Français, cette blessure. L'exemplarité des responsables publics sera totale. C'est mon engagement, je n'en dévierai pas, et les Français doivent en être certains. Laurence Rossignol, pourquoi avoir attendu finalement cette affaire et pas dès le premier jour de son mandat avoir tout de suite lancé une grande réforme de la moralisation de la vie politique française et justement peut-être faire une enquête comme on le fait peut-être aux États-Unis sur chacun de ces ministres finalement quand on veut une république irréprochable? Écoutez, on a trouvé le pays dans un état assez
déplorable sur le plan économique, social, budgétaire. Je ne vois pas comment on aurait pu dire aux Français, on commence par la moralisation de la vie politique, alors que nous avions les contrats d'avenir, le budget, les contrats de génération, la loi aujourd'hui en examen au Parlement sur l'accord interprofessionnel. Le gouvernement. Il ne fallait pas faire non plus le mariage pour tous. Le gouvernement, c'était un engagement. Le président de la République a par ailleurs demandé une commission Jospin qui comment vous dire, la moralisation de la vie politique. Vous entendez, comme vous dites, Jean-Sébastien Ferjou, il vient de vous dire pourquoi alors le mariage pour tous, vous lui répondez parce que ça faisait partie des promesses, la République irréprochable aussi. La République irréprochable, la commission Jospin, et ce matin le Conseil des ministres a adopté la loi sur le non-cumul des mandats, donc qui relève quand même de l'évolution de notre vie politique. Il n'y a pas peut-être une corrélation exacte, mais en même temps, moins il y a de mandats, plus c'est transparent et moins il y a de risques. Bon, ça reste très discutable. Et même la commission Jospin, si vous regardez de près, cela ne va pas trop loin. Alors, ça, évidemment, conflit d'intérêt, mais on est toujours sur la sanction et pas sur la prévention. La commission, c'est ça la différence de la France. Peter Gamble, vous répondez ensuite. Donc la différence de la France, c'est vraiment qu'on est dans la sanction et pas la prévention. Donc en amont, c'est là où il faut attaquer les problèmes. Vous avez raison, et je ne sous-estime pas la résistance du corps politique à ce type de réforme. Et d'un certain point de vue, le président de la République aujourd'hui a, dans une situation de crise et de blessure collective, pu dire voilà les 3 lois que je vais faire passer. Non, mais justement, et par rapport à ce que par rapport à ce qui se disait il y a un instant, je suis moi aussi assez choquée de la manière dont l'UMP cherche à atteindre le président de la République. Les Français n'ont pas besoin qu'en plus, les hommes politiques rajoutent de la crise à la crise en ce moment. Franchement, un peu de sens des responsabilités collectives. Nous sommes absolument d'accord là-dessus. Voilà, il s'agit pas de s'arranger. Il s'agit juste d'avoir le sens de la République. Et le président de la République a proposé 3 réformes. Publication des patrimoines des élus, réforme du Conseil supérieur de la magistrature et la 3e réforme sur l'inéligibilité des élus condamnés pour corruption ou pour fraude fiscale. Donc Jérôme Cahuzac ne sera plus éligible. Une fois condamné. Une fois condamné. Je pense qu'il sera condamné après l'adoption de la loi, donc tout se rentrera dans. Non, mais ce que j'espère, c'est que tous ceux qui aujourd'hui s'inquiètent de cette affaire vont voter à l'unanimité, et la République se grandirait que le Parlement vote à l'unanimité ces 3 réformes présentées par le président de la République. D'accord, mais quel est le rapport? Parce que j'aimerais que vous m'expliquiez le rapport entre l'affaire Cahuzac et la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, parce que personnellement, je ne le vois pas du tout, parce que là, l'indépendance de la justice n'a pas été réellement mise en cause, donc je ne vois pas le rapport. Encore une fois, pardon, mais François Hollande est venu à la télé pour ne rien dire, parce que si c'est ça la réponse à cette affaire-là et à la crise du politique, oui, alors admettons la publication du patrimoine, mais sur la non-élection des personnes condamnées, après tout, les Français sont assez grands pour savoir qui ils ont envie d'élire ou non. On pourrait imaginer. D'ailleurs, ça dure rarement à vie. Mais sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, quel est le rapport avec cette histoire? On va faire une petite pause. Laurence Rossignol nous expliquera dans la 2e partie. Je demanderai aussi à Roland Quérol quelles conséquences politiques peut-être pour François Hollande demain, à qui profite le crime. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.